Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma ação online do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo. Damos início à conferência O Comum e seu Significado no Mundo da Pandemia, com Christian Laval e Fábio Mascaro Querido. Esta ação é uma parceria entre o SESC São Paulo e a Embaixada da França no Brasil, com apoio da Boitempo Editorial, e integra a programação da Noite das Ideias. Em sua 7ª edição no mundo e 3ª no Brasil, a Noite das Ideias reúne a cada ano artistas, intelectuais e profissionais de outros setores no Brasil e na França em conversas participativas, projeções, oficinas, shows e demais criações. Organizada pelo Instituto Cancet e o Escritório do Livro da Embaixada da França, a Noite das Ideias tem por tema esse ano Reconstruir Juntos, e acontecerá em 5 cidades do Brasil: Recife, Belém, Curitiba, Porto Alegre e São Paulo. Toda a programação da Noite das Ideias pode ser acessada em www.lanuitdesidées.com, que será disponibilizado no chat também. E para iniciar a conversa de hoje, eu tenho o prazer em apresentar os nossos convidados. Christian Laval, professor de Sociologia da Universidade Paris-Brest La Défense, é autor de L'Homme économique et sexe, les racines du néolibéralisme et l'ambition sociologique, publicados em França pela Gallimard. Coautor com Pierre Dardot de Max Prénom-Cal, também publicado pela Gallimard, A Nova Razão do Mundo, ensaio sobre a sociedade neoliberal, e Comum, ensaio sobre a revolução do século XXI, ambos publicados no Brasil pela Boitempo Editorial. Está conosco também Fábio Mascaro Querido, chefe do Departamento de Sociologia da Unicamp, autor de Michel Louis, Marxismo e Crítica da Modernidade, publicado no Brasil e na Argentina pela Boitempo Editorial FAPESP e Herramienta. E, em colaboração com Arnaud Muster, é autor de Le Marxisme vert et écologique de Michel Louis, Hommage à un intellectuel nomade, publicado em Paris pela Larmor. Ao final da apresentação e dos comentários dos convidados, haverá um tempo para perguntas. Assim, pedimos que escrevam suas questões no chat e elas serão encaminhadas à mesa e contempladas de acordo com a nossa disponibilidade de tempo. Passo a palavra ao Fábio Querido e desejo a todas e todos uma ótima conversa. Muito obrigado, Sabrina. Bom dia a todas e todos. Para começar, eu vou começar com uma autodescrição, né? Eu sou um homem branco, tenho 35 anos, estou aqui na minha casa, no meu apartamento em Campinas. Atrás de mim, então, uma parte dos meus livros, uma parte de um quadro também do Paul Klee, um pintor nascido na Suíça, mas de naturalidade alemã. Então, enfim, eu sou o professor Fábio Mascaro Querido. Muito bem, então eu queria, antes de tudo, começar, evidentemente, agradecendo o convite recebido da Boitempo, do SESC e da Embaixada da França para participar desse evento tão importante da Noite das Ideias, não é? E é uma satisfação maior ainda estar aqui com o professor Christian Laval, cuja importância dispensa comentários. O objetivo da minha breve introdução aqui, né, da minha breve apresentação, necessariamente geral e incompleta, não é? A gente está aqui, sobretudo, para escutar o professor Laval, vai ser, então, pontuar, não é? Apresentar alguns elementos da obra do professor Laval, em especial, evidentemente, no que se refere às suas reflexões sobre a nova razão do mundo, sobre o neoliberalismo e, claro, sobre o comum, que vai ser, aliás, o tema de sua intervenção aqui hoje, quer dizer, o nosso presente pandêmico sob a ótica do comum. A ideia, portanto, é menos a de traçar um panorama completo da trajetória ou da obra do Laval, ou mesmo dos seus trabalhos sobre o neoliberalismo, sobre o comum, e mais a de levantar alguns pontos, alguns fragmentos, alguns aspectos, não é? Que, penso eu,
podem figurar como uma espécie de preâmbulo à intervenção do professor Laval, que virá logo em seguida e que é, por suposto, o grande motivo de estarmos todos e todas aqui. Muito bem, pode parecer banal, mas vale a pena começar dizendo: Christian Laval é, sem dúvida, um dos intelectuais críticos mais importantes em atividade hoje no mundo. É autor de uma vasta obra. Seus textos, eu diria, destrincham como poucos, com incomum felicidade, alguns dos dilemas do nosso presente, quer dizer, do capitalismo no seu momento neoliberal. Escritos a solo, ou, como mencionou a Sabrina, em companhia de Pierre Dardot, os textos do Laval atualizam a ambição crítica, eu diria, daqueles e daquelas para os quais, ou para as quais, para mudar o mundo, é preciso também e bem compreendê-lo, não é? Então, o Laval é um intelectual crítico porque efetua um diagnóstico do espírito do tempo, do nosso presente, não é? E, ao mesmo tempo, visualiza nas próprias práticas de resistência existentes os germes de um outro mundo possível, de uma outra racionalidade, enfim, de uma nova prática instituinte, capaz de forjar uma nova maneira de governar a vida. Não é? Então, com isso, com essa crítica imanente, a gente pode dizer, inclusive, que o Laval pode ser considerado uma espécie, um herdeiro da tradição da teoria crítica alemã, não é? Cujas origens já estão lá no Marx, mas um herdeiro, isso que é interessante, um herdeiro herético, não é? Por assim dizer. Uma vez que leva a reflexão crítica para caminhos inovadores e originais, transitando, por exemplo, entre autores como Foucault, Castoriadis ou mesmo Bourdieu, dentre outros, estranhos à tradição frankfurtiana. E o faz com uma maestria que desconcerta os guardiões dos tempos das ortodoxias. Não é? Quer dizer, Laval é leitor de Marx, mas é também um crítico de Marx. O mesmo na sua relação com a obra de Foucault, ou mesmo, mais ainda, no que diz respeito a Bourdieu, dentre outros. Não é? Para ele, afinal de contas, e esse é um dos traços marcantes da sua reflexão, importa menos a pureza teórica, da filiação teórica, do que a compreensão do mundo social do presente. Quer dizer, à luz desse presente, do tempo de agora, como diria lá o Walter Benjamin, que o Laval retoma os autores do passado e, com isso, os salva do conformismo político e intelectual que deles busca se apoderar, para lembrar novamente o Walter Benjamin. E esse presente, como sabemos, através do Laval e do Dardot, é o presente da razão neoliberal, a nova razão do mundo, quer dizer, mas também o novo tempo do mundo, não é? Para dizer como Paulo Arantes, filósofo brasileiro, que, em geral, e não raro, pensa em suas próprias formulações com a cabeça do próprio Laval e do próprio Dardot, como todo grande intelectual. Então, em Laval, em Dardot, como sabemos, quer dizer, mais do que uma política econômica ou do que uma ideologia, o capitalismo neoliberal se configura como um verdadeiro sistema normativo, quer dizer, como uma governamentabilidade, ou ainda como uma racionalidade a orientar a conduta dos agentes sociais. Não é? E aqui está o dilema do nosso tempo. A razão neoliberal se consolida como um quadro normativo global, induzindo, portanto, certas formas de conduta e certas formas de subjetivação. Agora, quer dizer, além da jaula de aço, da gaiola de aço weberiana tradicional, a burocracia, as estruturas objetivas que vão se autonomizando, aquilo que o Franz Kafka, escritor tcheco, chamava das cadeias de papel, agora, mais do que isso, cada indivíduo, nos mostra Laval, é impelido a construir a sua própria jaula de aço. No entanto, ao contrário do que muitas vezes é impelido ao diagnóstico sobre a nova razão do mundo, quer dizer, essa dominação que é tendencialmente totalizante, não é? Ela não se realiza sem conflitos e sem contradições, sem lutas e sem resistências, não é? E é dessas lutas e resistências, na sua pluralidade, mas também na sua unidade, uma unidade na diversidade, a gente poderia dizer,
É destas lutas, portanto, que poderá emergir uma alternativa à nova razão neoliberal do mundo. É o que Laval e Dardot chamam da racionalidade política do comum, quer dizer, cujas potencialidades, é sobre isso um pouco que ele vai nos falar aqui hoje, ganharam novas proporções em meio à atual pandemia. Não é? Então, nesse sentido, é como se essas lutas e resistências formassem do comum, não é? Formassem o substrato normativo, ou mesmo político, da crítica à razão neoliberal. É em nome dessas experiências que a crítica ao capitalismo neoliberal é realizada. Ou, em outras palavras, é em nome dessa promessa de futuro, dessas imagens de desejo, a gente poderia dizer, para lembrar o Ernest Bloch, que já estão em germes na resistência no aqui e agora, é em nome dela que o presente como dominação pode ser superado. E como a gente vai ver logo a seguir, o atual contexto pandêmico explicita ainda mais a urgência do comum. Não é? A atual pandemia, coloca em questão muitos aspectos do imaginário neoliberal, como diz o Laval. Ela revela o desencanto com as promessas de futuro que, bem ou mal, eram veiculadas por esse imaginário neoliberal. Então, por isso mesmo, apesar de tudo, o presente, o nosso presente, apesar de tudo que temos vivido nos últimos anos, se apresenta como uma oportunidade para a luta do comum, ou dos comuns. Ou seja, como um momento que se abre a possibilidade de se produzir uma bifurcação histórica. Aquele momento em que, como diria Walter Benjamin, mais uma vez aqui eu trago ele, em que a política passa à frente da história. Possibilidade, claro, mas não necessidade, na medida em que, como sabemos, de outro lado, também a gente observa o recrudescimento da reação nacionalista, baseada no imaginário soberanista, violento, identitário, e que, embora mobilize um certo desencanto com o mundo vigente, não ataca, evidentemente, as raízes da razão neoliberal e da ideologia da concorrência. Então, como diria lá o Gramsci, a gente sabe que vai haver luta, mas a gente não consegue saber qual será o desfecho. O que a gente pode saber desde já, como veremos agora nas palavras de Laval, é que, do ponto de vista do comum, nenhum improvável ao sonho keynesiano poderá fazer frente à crise do imaginário neoliberal. Como racionalidade alternativa, verdadeira revolução cultural, como diz Laval e Dardot, o comum só pode ser uma construção internacional e feita desde baixo. Uma nova praxis instituinte, a democracia dos comuns, como ele diz. Em outras palavras, o comum será antissistêmico ou não será. Para concluir, em seu discurso sobre a história, Paul Valéry, escritor francês, disse: a todo instante, vocês supõem um outro momento seguinte que não aquele que aconteceu. A todo presente imaginário em que se colocam, imaginam um outro futuro que não aquele que se realizou. Muito bem. Fim da citação. É dessa imaginação de um outro futuro, que ainda não se realizou, que podemos extrair, penso eu, a energia para o enfrentamento dos dilemas do presente. E é exatamente isso que Laval nos ajuda a fazer. A ele, portanto, a palavra. Muito obrigado. Oui, d'abord, merci Fabio. Cette présentation est tout à fait remarquable. C'est un vrai tour de force que de parvenir à résumer, à synthétiser, disons, toutes ces considérations, ces recherches que je mène et que nous menons avec Dardot depuis pas mal de temps. Et merci pour cette présentation généreuse et surtout pour cette définition qui me plaît beaucoup, celle d'héritier hérétique. J'apprécie beaucoup cette expression. Merci encore. Et puis évidemment, merci à tous les organisateurs et organisatrices. Je remercie évidemment l'ambassade de France, l'Institut français, le CESC de São Paulo. Et puis, je voudrais saluer tous les amis du Brésil,
avec lesquels je me sens toujours vraiment très agréable compagnie et surtout en profonde solidarité devant les difficultés qui sont de tous ordres, difficultés sanitaires, sociales, politiques évidemment. Donc c'est un moment particulier de cet exposé et cet échange parce que c'est un moment justement où à cause de la pandémie nous ne pouvons plus nous voir directement, nous rencontrer en tout cas aussi facilement qu'avant. Donc merci à toutes celles et ceux qui permettent cet échange. Alors la conférence voilà s'intitule Le commun et sa signification dans le monde de la pandémie et a pour sous-titre Comment considérer le présent à partir de l'optique du commun. J'aurais envie d'ajouter le présent et l'avenir. C'est-à-dire comment, à partir du commun, on peut penser ce qui nous arrive, bien sûr, mais comment on peut aussi penser le possible, les possibles qu'offre ou n'offre pas d'ailleurs la situation présente. Donc, la question qui est posée dans le titre, c'est celle du rapport entre le commun comme principe politique, tel que nous l'avons défini dans notre livre commun avec Dardot, et puis la pandémie actuelle. Évidemment, quand nous avons écrit ce livre, il n'était pas question de pandémie, donc il est particulièrement intéressant de confronter finalement les thèses de ce livre, en tout cas un certain nombre de lignes qui s'y trouvaient, avec la situation tout à fait improgrammée, inattendue, imprévisible de la pandémie. Alors, je vais être direct dans mon exposé, dans le but de mon exposé, qui évidemment en une demi-heure ou à peu près sera évidemment trop court pour développer toutes les considérations nécessaires. Je voudrais dire que, au fond, dans cet exposé, une conviction. Je suis vraiment convaincu que le principe politique du commun, que je rappellerai, est aujourd'hui la seule réponse d'avenir, la seule réponse humainement souhaitable pour dépasser finalement la tragédie, non seulement celle de la pandémie et des pandémies qui peuvent survenir, mais aussi surmonter ce qui est devant nous et que nous connaissons maintenant, qui est la grande crise climatique qui s'annonce au XXIe siècle. Hein. Mais il y a d'autres, évidemment, tragédies, celle du creusement des inégalités, celle de la crise des formes démocratiques dans le monde. Et j'admire l'optimisme, l'énergie, l'enthousiasme de Fabio dans sa présentation. Il faut avoir 30 ans ou 35 ans pour sans doute pour être aussi comment dire pour envisager l'avenir de façon aussi volontaire, si je puis dire. J'aimerais bien partager cette jeunesse d'esprit et de volonté. Hein. Bon, mais enfin, et je crois que chacun, quel que soit son âge, doit essayer d'être résolument tourné vers l'action optimiste. Alors tous ces phénomènes, aujourd'hui, on peut déjà évidemment les constater, on peut prévoir leur développement. Tout cela est du connu. La question majeure porte évidemment sur la réponse. Quelle réponse y apporter? Est-ce qu'on va continuer dans la logique autoritaire et de plus en plus autoritaire du néolibéralisme, lequel a pris une teinte, un aspect de plus en plus violent, nationaliste, souverainiste, comme Fabio l'a rappelé, un néolibéralisme qui n'est rien d'autre que la rationalité capitaliste généralisée. Ou bien est-ce que on va connaître justement cette bifurcation historique, expression bien connue, qui est celle d'Emmanuel Wallerstein hein, dans ses ouvrages. Une bifurcation qui obéirait à ce que l'on peut appeler justement une autre rationalité ou une autre logique qui serait celle du commun. Alors par commun, je rappellerai assez rapidement que ce que nous entendons par là, c'est un principe politique directement opposé justement au principe néolibéral aujourd'hui dominant, qui fait de la concurrence, de la lutte de tous contre tous, le modèle même du rapport social, et qui fait de l'appropriation privée la relation privilégiée
aux ressources, aux espaces, aux territoires. Et cette logique du commun qui est absolument antagonique au néolibéralisme doit justement régir tout à fait autrement les institutions et les rapports sociaux, avec en conjoignant en quelque sorte deux dimensions qui sont absolument complémentaires. D'une part, la satisfaction des besoins fondamentaux, la préservation de l'environnement bien sûr social et naturel, par décision collective, démocratique, de mise en commun des ressources, des espaces et des services nécessaires à la réalisation finalement de ces objectifs de satisfaction. Et l'autre aspect complémentaire, c'est que justement cette mise en commun doit être le fruit d'une délibération et d'une décision collective dans toutes les activités que nous menons, quelle que soit notre profession, quelle que soit l'institution dans laquelle nous sommes engagés. Autrement dit, il s'agit à la fois de mettre en commun nos ressources, nos espaces, nos territoires de façon démocratique, non pas en imposant justement une sorte de communisme obligatoire, de communisation obligatoire de tout, mais d'une mise en commun qui partirait justement du bas, qui partirait des pratiques que nous avons et qui serait une mise en commun décidée démocratiquement. Je crois que c'est tout à fait important de le rappeler pour bien dire que ce qui s'ouvre devant nous, ce n'est pas la répétition du passé, des échecs que le socialisme ou le communisme ont connus. Il s'agit de tout à fait autre chose. L'originalité finalement de cette pensée du commun, telle que nous l'entendons, c'est qu'elle vise justement à faire de la démocratie, je dirais, le moyen même de satisfaire les besoins et les droits fondamentaux. Non pas justement parce qu'on les aurait octroyés, on aurait octroyé ces satisfactions du haut, de l'extérieur, etc., mais parce que cette satisfaction des droits et des besoins viendrait de l'auto-organisation, de l'autogouvernement des sociétés elles-mêmes. Le mot auto-gouvernement, le concept d'autogouvernement nous apparaît absolument fondamental à cet égard. Voilà. Alors comment penser justement à travers cette optique du commun tel que nous le tendons, la pandémie actuelle? Quelle politique du commun faudrait-il mener pour répondre efficacement et démocratiquement à la pandémie? Donc je n'ai pas toutes les solutions, je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas médecin, je suis un citoyen comme les autres, mais disons que on peut déjà dessiner un certain nombre de pistes de réflexion, une réflexion qui évidemment sera par nature collective. Alors la première réflexion que je ferai d'abord consiste à dire que il faut arrêter de prétendre, si on l'a prétendu, si on continue à le prétendre, il faut cesser de prétendre qu'un virus comme le SARS-CoV-2, aussi contagieux et dangereux soit-il, pourrait suffire, je veux dire, par le choc qu'il représente, par la rupture historique qu'il institue, pourrait être le facteur déterminant d'un changement du cours du monde, un changement historique majeur. On voit bien que la catastrophe climatique, elle, qui est parfaitement prévisible et parfaitement programmée, n'a pas encore infléchi la trajectoire mortifère que suit la planète sous domination du capitalisme. Alors, je crois qu'il y a quand même un certain pessimisme à entretenir, et donc il faut effectivement parvenir à contenir son enthousiasme, si je puis dire, ou l'énergie que l'on a, c'est-à-dire dire que rien n'est encore décidé, rien n'est encore joué, bien sûr, mais il y a quand même une petite note d'espoir qui est apparue dans la pandémie, c'est ce que j'appellerais l'approfondissement de la crise d'une croyance, une crise de l'imaginaire néolibéral. Je crois que à la suite de la crise de 2008, on a vu que le néolibéralisme en fait avait triomphé, alors que certains, comme Stiglitz, avaient annoncé la fin du néolibéralisme. Non, on a vu plutôt un renforcement du néolibéralisme. On a vu ensuite justement que ce néolibéralisme devenait de plus en plus violent et autoritaire. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous avons affaire à quelque chose de profond, enfin en tout cas qui peut avoir un retentissement important sur
moyen terme et qui est justement une crise de croyance. Et ce genre de phénomène de crise de croyance, on l'a vu dans l'histoire avec des crises justement dans les religions, la sécularisation, etc. Bon, peut avoir un effet absolument majeur dans les sociétés. Alors, si la pandémie ne marque pas la fin du néolibéralisme, puisque c'est un système de domination qui est universel aujourd'hui, qui est multidimensionnel, qui est à la fois social, économique, politique, subjectif, juridique, etc. Bon, si on voit bien que les oligarchies sont très solidement ancrées dans les instances de pouvoir, elles le sont depuis longtemps et elles entendent de rester encore pour un certain temps, on assiste quand même à un certain ébranlement justement de cet imaginaire qui enfermait finalement toutes les subjectivités jusqu'à présent. Une des preuves que l'on a, ou en tout cas l'un des signes de cette crise de l'imaginaire, c'est que justement les gouvernements et les oligarchies dominantes, comme je les appelle, se croient obligés aujourd'hui d'appeler à la rupture, de penser qu'une transformation est importante, est essentielle même, il faut effectivement entamer la transition démographique, la transition écologique, etc. Donc d'une certaine façon, lorsque des dominants se sentent obligés de reprendre à leur compte une part du discours et de la rationalité des opposants, c'est qu'il y a non seulement une récupération, elle est évidente, il y a une récupération des contestations écologiques, démocratiques et sociales, mais il y a quand même aussi la trace là d'une faiblesse dans la rationalité dominante. Hein. Alors c'est pourquoi on a affaire à des discours extraordinairement contradictoires. On a des gens au fond, des gouvernants qui nous disent qu'à la fois il faut continuer comme avant et qui font tout pour continuer comme avant, reprendre la croissance, etc., etc. Bon, et parier sur l'innovation technologique, etc. Et qui en même temps disent le contraire et qui disent qu'il faudrait une rupture, etc. Au fond, ce que la crise pandémique montre, comme les crises financières, comme les crises sociales ou autres, elle montre en tout cas que la grille de lecture, la logique néolibérale est absolument incapable de rendre compte justement des phénomènes globaux auxquels nous avons affaire. D'une certaine façon, le discours néolibéral s'avère absolument impuissant face à de tels phénomènes. Hein. Et cette grille de lecture, on le voit bien, empêche de voir et de dire la gravité de la menace climatique, comme cette grille a empêché de comprendre la gravité de la menace pandémique et de comprendre aussi ses sources, de comprendre les facteurs qui ont amené cette crise pandémique. Hein. Mais il y a peut-être encore une autre leçon à tirer finalement de cette pandémie. En creux, finalement, on peut apercevoir dans les réponses qui ont été apportées, dans les logiques qui ont été mises en œuvre, on peut apercevoir au moins quelques traces, quelques linéaments d'une politique du commun, de ce que pourrait être une politique du commun face à de tels événements. Et j'y vois d'abord, je vois ça d'abord dans une considération qui avait été écartée pendant longtemps et qui est au cœur des sciences sociales, en tout cas de la sociologie, et qui est la dimension de la solidarité. Et j'y vois aussi, et j'en parlerai tout à l'heure, quelque chose aussi d'important dans la mise en commun des connaissances à l'échelle mondiale, qui ont permis de diffuser justement des travaux scientifiques, des informations de façon extrêmement rapide, comme jamais aucune pandémie, épidémie, etc. Ne l'avait permis. Alors la solidarité,
la solidarité, eh bien, c'est évidemment un grand thème de la sociologie, initié par un sociologue comme Émile Durkheim. Bon, je ne vais pas faire ici un cours de sociologie, mais enfin, dans sa thèse qui s'appelle De la division du travail social, Durkheim montrait que justement la solidarité, c'était ce qui attachait les individus les uns aux autres et aussi ce qui caractérisait les différentes sociétés. Chaque société, chaque type de société traduisait, connaissait un certain type de solidarité. Bon, alors ce qui est important dans cette affaire, c'est qu'à la fin du 19e siècle, cette thèse sociologique a donné lieu en fait à ce qu'on pourrait appeler un courant philosophique et politique qu'on appelait le solidarisme, dont l'un des grands maîtres, si je puis dire, l'un des grands auteurs, s'appelait Léon Bourgeois. Alors, ce qui est intéressant dans ce courant solidariste, c'est que il y avait une conscience que ce qui faisait la particularité finalement d'une société et donc d'une condition humaine, c'était le fait de l'interdépendance générale. Chacun était dépendant des autres et en particulier dans le domaine économique, social, culturel, mais aussi dans le domaine de la santé. Et ce solidarisme a donné lieu justement à tout un courant dans la santé publique, tout un certain nombre d'auteurs, donc qui ont fait justement de la solidarité une sorte de loi sanitaire universelle, si je puis dire. On a par exemple à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle un type qui s'appelait Henri Monod, qui était directeur, qui avait une certaine importance parce qu'il était directeur de l'assistance et de l'hygiène publique et qui, dans un ouvrage donc qui a été publié en 1904, reprenait complètement à son compte l'argument solidariste et expliquait que la santé publique, je cite, la santé publique est peut-être le domaine où le fait social de notre dépendance mutuelle de la solidarité humaine se manifeste avec le plus d'évidence. Et il ajoutait, à chaque instant, chacun de nous, sans qu'il s'en doute, influe sur la santé, sur la vie d'êtres humains qu'il ne connaît pas, qu'il ne connaîtra jamais. Des êtres que nous ne connaîtrons jamais et qui sont depuis longtemps disparus, influent à chaque instant sur notre santé, sur la santé de ceux que nous aimons, sur les conditions essentielles de notre bonheur. Bon, il y a d'autres citations comme ça tout à fait frappantes. Il n'est pas le seul, Monod n'est pas le seul à penser dans ces termes-là. C'est vraiment un grand mouvement qui caractérise la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle et qui va donner lieu justement à la création de grandes institutions qui elles-mêmes vont déboucher sur l'Organisation mondiale de la santé après la Deuxième Guerre mondiale, et qui feront justement de la santé et un droit fondamental, un droit humain universel. Alors, quelle conclusion peut-on tirer de cet argumentaire solidariste? Bien, je crois que ce qui est réapparu dans la crise pandémique, c'est précisément cette conscience de notre interdépendance à l'intérieur de chaque société, mais aussi à l'échelle de la planète elle-même. Et ça, en même temps, je crois rappeler, alors de façon très inégale, bien sûr, parce que cette conscience a été aussi tout à fait perturbée par des tas de phénomènes politiques, etc. Bon, sur lesquels on pourra revenir dans la discussion. Mais ce sentiment de l'interdépendance, de la dépendance mutuelle finalement de chacun, a fait lever en quelque sorte, à engendrer, si je puis dire, ou à propulser quelque chose comme une conscience civique. On pourrait presque parler d'un ressort civique, finalement, des membres de la société. En tout cas, quelque chose qu'on pourrait aussi appeler le sentiment, la conscience d'une responsabilité collective de chacun envers les autres, dans une relation de réciprocité généralisée. Et finalement, on peut mieux comprendre à travers un phénomène aussi global que la pandémie, que justement, quand on parle de santé publique,
on ne parle pas exactement d'une santé qui serait complètement gérée par l'État, organisée par l'État, contrôlée par l'État, etc. Certains ont vu dans la pandémie l'occasion d'un renforcement extraordinaire des pouvoirs d'État. C'est pas faux, mais en même temps, il y a eu quelque chose d'autre. Il y a eu cette conscience que ce qu'on appelle public, c'était finalement quelque chose qui concernait chacun. C'était finalement quelque chose qui relevait d'une responsabilité collective. Alors, évidemment, les gouvernants, souvent très autoritaires, et en tout cas pétris, baignés dans une conception utilitariste et néolibérale de la société, n'ont pas du tout été à la hauteur de ce phénomène, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt fait appel, en tout cas c'était vrai, ça a été vrai en France, ils ont fait appel je dirais, à des ressorts très égoïstes, chacun pour soi. Finalement, c'était pour soi, pour rester en bonne santé, qu'il fallait maintenir des mesures barrières, qu'il fallait rester à distance, qu'il fallait porter un masque, et puis ensuite se faire vacciner, etc. Ce discours gouvernemental, bon, dans un certain nombre de cas, a été ajouté finalement une dimension justement verticale, autoritaire, répressive, bureaucratique, et souvent de façon tout à fait exagérée ou absurde. Mais ça ne gomme pas, me semble-t-il, une avancée, une certaine avancée dans la conscience que nous sommes tous dépendants les uns des autres, pas seulement à l'intérieur des sociétés nationales, mais à l'échelle globale. En d'autres termes, le principe de solidarité que la sociologie a mis en évidence reste à la base, me semble-t-il, de toute politique du commun possible. Cette dernière, la politique du commun telle que nous l'envisageons, ne tombe pas du ciel. Elle s'enracine dans une condition sociale, dans une condition humaine. La question, c'est évidemment de savoir comment on donne forme politique et juridique à ce sens de la réciprocité qui est quelque chose de bien connu qu'Aristote connaissait parfaitement et a parfaitement explicité. Mais il y a un autre phénomène finalement qui aussi est très intéressant dans ce qui s'est passé, intéressant, je veux dire dramatique bien entendu. Il ne s'agit pas simplement d'observer les choses de loin sans empathie, si je puis dire. Mais ce qu'on a pu observer, qui est un phénomène assez remarquable, c'est que jamais dans l'histoire de la santé, et ça ce sont les historiens de la santé qui le disent, la circulation très rapide des virus, c'était accompagné d'une aussi rapide et aussi intense circulation des données scientifiques, notamment, on le voit encore aujourd'hui, sur les variants du virus SARS-CoV-2. Jamais dans l'histoire des connaissances, dans l'histoire des solutions, notamment vaccinales, on avait connu une circulation aussi rapide, des échanges aussi intenses entre les scientifiques. Alors ça, c'est assez important à noter, parce que justement, si on veut regarder ce qui se passe du point de vue du commun, dans l'optique du commun, comme le dit le titre de cette conférence ou son sous-titre, il ne faut pas négliger justement cet aspect de mise en commun des connaissances. Voilà. Ça, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. On verra peut-être tout à l'heure dans la discussion quelle forme institutionnelle ça devrait prendre, mais on voit à quel point aujourd'hui on ne peut pas se passer justement de ce communisme des connaissances, ce communisme des travaux scientifiques. J'utilise le mot communisme à dessein parce que on pense évidemment à Marx, etc. Mais faut pas oublier que un certain nombre d'auteurs qui n'étaient pas du tout révolutionnaires, comme le sociologue Merton par exemple, justement disait que
une des caractéristiques des sciences et un des facteurs du progrès des sciences, c'était justement la mise en commun des connaissances. Et il disait aux États-Unis, enfin dans un contexte tout à fait étranger finalement à la culture politique, en tout cas du communisme, il disait au fond la science ne peut avancer que par le communisme, que par le communisme des savants, que par le communisme des sciences et des travaux scientifiques. Eh bien, je crois qu'on en a la preuve là. On a vraiment la preuve que c'est ce qui permet de répondre très rapidement à quelque chose qui est aussi très rapide, qui est lié à la mondialisation, au transport, etc., à la circulation des marchandises et des capitaux, qui est la circulation très rapide du virus. Hein. Bon, alors je sais bien aussi qu'on critique beaucoup les réseaux sociaux pour les fake news, etc. Bon, et la désinformation. Je crois qu'on a tout à fait raison de le faire, mais je crois aussi que on a en même temps qu'une mondialisation des virus, une mondialisation des corps, si je puis dire, on a aussi affaire à une mondialisation des connaissances, et ça, c'est un phénomène à prendre en compte. Hein. Bon, d'un autre côté, cette mise en commun des connaissances et des solutions est par elle-même très insuffisante. Elle a rencontré tout de suite des limites qui tiennent au système capitaliste, qui tiennent au fait que le système dominant repose sur la propriété privée et en l'occurrence ici sur la propriété intellectuelle qui se condense, qui se cristallise dans les brevets et qui a réservé au moins dans un premier temps bon les vaccins, les nouveaux vaccins ARN justement aux pays les plus riches, hein, sans compter évidemment l'enrichissement absolument considérable des entreprises qui ont produit les vaccins. Hein. Ce qui aboutit aussi à quelque chose d'absolument terrible, c'est l'inégalité devant le vaccin, l'inégalité devant les médicaments. Ce n'est pas nouveau, bien entendu, mais là, on a quelque chose qui est criant. On voit qu'il y a un certain nombre d'États, de sociétés extrêmement riches, dans lesquels le taux de vaccination peut atteindre 70 ou 80%. C'est le cas en Europe, dans la plupart des pays européens. Hein. Et je parle ici du schéma vaccinal complet. Et puis on a par ailleurs, notamment en Afrique, des pays qui ont des taux de vaccination extrêmement faibles, inférieurs à 4%. J'ai vu récemment que, par exemple, à la mi-janvier, un pays comme le Niger n'avait que 0,10% de sa population qui était complètement vaccinée. Hein. Bon, et donc, évidemment, une politique du commun, ça serait une politique en totale rupture, devrait être une politique en totale rupture avec la logique de l'appropriation privée des moyens de soins, hein, bien sûr. Hein. Bon, comment il faudrait évidemment commencer, mais on pourra aussi en discuter tout à l'heure. Il faudrait évidemment commencer par casser justement cette logique de l'appropriation, cette logique des brevets. Et de toute façon, si l'on conçoit bien les objectifs de l'OMS, si l'on conçoit bien la signification de la Charte des Nations Unies, comme de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la santé devrait être un droit pour tous, un droit universel, et la question devrait être de se demander comment mettre en œuvre justement ce droit fondamental. Ce qui amènerait à considérer le vaccin comme un bien commun, c'est-à-dire un bien qui serait lié étroitement à ce droit universel, à ce droit fondamental à la santé pour tout être humain, quel que soit le pays, quel que soit le continent qui l'habite. Hein. Bon. Alors, cette obligation de mise à disposition des vaccins, évidemment, ne suffirait pas. Il faudrait, évidemment, dans une politique des communs, se demander quelles devraient être les conditions institutionnelles pour que cette décision de mise en commun des couvertes vaccinales, des nouveaux
produits médicamenteux devraient être diffusés. Autrement dit, quel type d'organisation politique devrait être une vraie organisation mondiale de la santé? De quelle autorité devrait-elle être dotée, hein? Comment ne plus faire dépendre cette organisation mondiale des États, des différents États, comme des financements privés. On voit bien, si vous voulez, dans ce qui s'est passé dans la pandémie, à quel point l'organisation interétatique mondiale, le fait que la structure politique même du monde soit composée, constituée par des États qui chacun se veulent absolument souverains, entraîne évidemment des réponses totalement inadéquates à la nature même des phénomènes globaux auxquels nous avons affaire. Donc la grande question de l'avenir, du présent et de l'avenir, c'est évidemment de savoir quel type d'organisation politique du monde devrait être mise en place et finalement que devrait être justement une politique du monde fondée sur le commun ou les communs. Et là, on le voit en l'occurrence au travers de la santé. Comment faire de la santé un commun mondial? Voilà, je pense que ça serait un des grands chantiers aujourd'hui qui s'ouvrirait. Bon, mais ce qu'on peut aujourd'hui savoir, c'est surtout finalement ce qu'une réponse aux phénomènes globaux dont nous parlons ne devrait pas être. Ce que la réponse ne devrait pas être, c'est évidemment justement une réponse nationaliste et souverainiste. La solidarité des corps, dont je parlais tout à l'heure, la solidarité mondiale des corps humains, concerne en situation pandémique précisément toute la population mondiale et appellerait une réponse elle-même mondiale. Hein. Et ce serait exactement la même chose, et c'est exactement la même chose en ce qui concerne le climat, en ce qui concerne les migrations, en ce qui concerne les finances, en ce qui concerne l'éducation à l'échelle mondiale. Hein. Ce qu'on a pu finalement constater dès le début de la pandémie, c'est la difficulté que les États ont eu à se coordonner, à adopter des mesures communes, à partager les moyens disponibles. Bon, c'est assez connu. Il y a eu même finalement des choses assez étranges de lutte, enfin en tout cas en Europe. J'imagine que ça a été un peu partout ailleurs, de lutte entre les États pour acheter des masques, des vaccins, etc. Bon, en fait, les États, ils réagissent comme les individus en concurrence les uns avec les autres. C'est pour ça que les États, d'une certaine façon, sont tout à fait prédisposés, contrairement à ce que certains pensent, sont particulièrement prédisposés finalement à entrer dans une logique de type néolibéral, parce que finalement, ils agissent justement comme des entités égoïstes qui fonctionnent finalement par le chacun pour soi. Hein. Comme si en fait, comme si chaque État, on pourrait dire ça, comme si chaque État était en fait un acteur néolibéral dans un espace de rivalité. Hein. Et d'une certaine façon, l'organisation du monde en État, c'est une organisation qui est fondée sur justement la concurrence. Donc la question évidemment qui est posée aujourd'hui, c'est par quel principe, par quelle voie, par quelle médiation, par quelle lutte pourra-t-on imposer la domination d'une logique de coopération et la défaite de ces logiques aujourd'hui de compétition, de concurrence et de guerre. Hein. Parce que aussi, il faut savoir que cette concurrence interétatique, eh bien, justement, on le voit aujourd'hui, quand s'assombrissent justement les temps et les climats, si je puis dire, on voit à quel point la menace de guerre est quelque chose qui n'est pas une abstraction. Hein. Voilà. Alors, je crois que on sait en tout cas que l'imaginaire du souverainisme national, finalement, est une impasse pour la résolution de tout phénomène global de ce genre. Hein. Il est
cet imaginaire souverainiste, nationaliste, étatiste est un obstacle pour répondre aux phénomènes globaux qui doivent désormais primer au fond dans toutes les politiques. Mais ce qu'elle ne doit pas être non plus, cette réponse, c'est justement la continuation d'une logique d'appropriation privée de la connaissance sous la forme des brevets clos, fermés sur eux-mêmes et pérennes en tout cas. On l'a vu à propos des vaccins. Mais il y a peut-être encore une autre conséquence de la crise pandémique, peut-être moins visible, moins discernable, qui est finalement de réinterroger le lien entre, je dirais, les sociétés humaines et les conditions naturelles de leur existence. Et ça, c'est une question évidemment tout à fait fondamentale que pose la pandémie, mais aussi évidemment le réchauffement climatique. C'est quel rapport nous entretenons avec la Terre, quel rapport nous entretenons avec une Terre que nous disons nôtre. En quel sens les sociétés humaines peuvent-elles dire que la Terre est qu'elle leur appartient? Que veut dire finalement notre Terre? Alors, on sait que le virus SARS-CoV-2 ne s'est diffusé qu'après avoir franchi, comme on dit, la barrière des espèces. Et ce franchissement, on le sait maintenant, a été rendu possible par des effets de l'activité productive sur l'environnement, entraînant déforestation, urbanisation, atteinte et menaces à la diversité, à la biodiversité, etc. Alors, dans tous les cas, on voit bien que c'est le système d'accumulation et d'exploitation intensive des ressources qui mène à la destruction des conditions de vie sur Terre. C'est connu, mais finalement, il faut arriver à en tirer toutes les conséquences philosophiques et politiques. Je crois que c'est ça qui est à l'ordre du jour. Et je crois qu'il faut aller jusqu'à la remise en question justement d'une conception de domination, de la domination et de l'appropriation des territoires et des ressources. Voilà. Le rapport à la terre, le rapport au territoire, tel que l'Occident l'a inventé, avec l'État-nation, avec le capitalisme. Donc, ce rapport à la terre se caractérise par une obsession, celle de la prise, celle de la conservation et celle de l'exploitation, celle finalement de la domination finalement sur un espace qui devrait être entièrement contrôlé, entièrement maîtrisé. Faut se souvenir que la Terre est regardée comme un domaine, un dominium, au sens justement de la catégorie politique et juridique romaine, comme un dominium, c'est-à-dire un espace maîtrisé par un dominus, par un maître. C'est Carl Schmitt, philosophe bien douteux à beaucoup d'égards, qui dans un texte de 53 faisait dériver le terme de nomos, justement, du verbe grec nemo, prendre. La loi, finalement, la législation et l'État, etc., aurait comme point de départ un acte premier et principal qui serait celle de l'emprise, de la possession, du prendre. Ce qui renvoie complètement au mythe occidental selon lequel nous n'aurions d'autre rapport possible à la nature que celui de l'appropriation et de l'exploitation d'un domaine. Il faut se rappeler aussi que justement les États-nations se sont construits justement à partir aussi de la représentation d'un espace complètement maîtrisé, complètement homogène, complètement calculable. Bon, donc c'est tout ça finalement qui doit être aussi radicalement, aussi profondément remis en question à travers la pandémie et les crises qui s'annoncent. Alors, que faudrait-il opposer finalement à cette logique de la domination du domaine, à cette conception de la Terre comme domaine maîtrisable, sinon une conception qui naît aujourd'hui qui se développe dans beaucoup de lieux d'expérimentation,
mais aussi dans pas mal de discours des écologistes, et auquel il faut être sensible, je crois, c'est celui qui oppose à la problématique de la domination de la nature celle de l'habitation commune du monde. Et là, je crois qu'il faudrait vraiment réfléchir à cette dimension. Est-ce qu'une politique du commun, aujourd'hui, ne devrait pas être pensée, développée, si je puis dire, sous l'angle justement de cette catégorie de l'habitation ou de l'habitabilité, hein. Et ça, on le voit se développer justement, dans des pratiques alternatives des paysans, dans des coopératives de consommateurs, dans des associations de citoyens, etc., dans des expérimentations de toutes sortes, hein, où la question c'est comment habiter le territoire, comment habiter la terre, comment habiter la ville, comment développer de nouveaux arts au sens esthétique, de nouveaux arts d'habiter l'espace, mais aussi la culture, hein. Et ce qui est en gestation, me semble-t-il, là-dedans, c'est je crois, le retour de ce que quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelait Félix Guattari, copain de Gilles Deleuze, enfin avec lequel il a écrit des livres très importants, appelait justement l'écosophie. L'écosophie, c'est-à-dire la grande écologie, hein. C'était l'écosophie, pour lui, c'était ce qu'il appelait une sagesse, la sagesse de l'habitat, la sagesse de l'habiter, hein. Voilà. Et cette sagesse-là, évidemment, n'était pas irénique, elle n'était pas méditative. Elle se créait, elle se manifestait justement dans les luttes, mais des luttes justement qui étaient multiples. Il distinguait, par exemple, 3 types d'écologie, hein. Une écologie de la nature, une écologie naturelle, une écologie telle qu'on la connaît habituellement, celle de l'environnement naturel. Mais pour un sociologue, j'ai été très attentif, il pensait aussi en termes d'écologie sociale. C'est-à-dire qu'au fond, les liens sociaux, le rapport à la nature était aussi important. Les rapports aux autres, le rapport à l'environnement social était aussi important que l'environnement à la nature. Et la 3e écologie, c'était celle des subjectivités. C'est-à-dire finalement aussi le fait qu'il fallait articuler à un nouveau rapport à l'espace naturel, une nouvelle relation à entretenir avec les autres, une nouvelle façon d'entretenir un rapport à soi. Voilà. De nouvelles formes de subjectivation dont nous étions aussi comptables, hein. Voilà. Donc, ce sont des pistes, ce ne sont pas du tout des solutions. Simplement, je crois qu'il faut désormais, ce que nous avons peut-être pas fait assez dans le livre commun écrit avec Dardot, qui a presque 10 ans maintenant, nous n'avons peut-être pas assez insisté justement sur cette dimension justement des lieux, des espaces, des territoires, des terres. Ça nous est venu plus tard, surtout en travaillant sur la souveraineté des États. Dans notre dernier livre qui s'appelle Dominer, hein, nous avons essayé de montrer que justement tout le développement de la logique de la souveraineté étatique en Occident était lié à la maîtrise de l'espace. Il faut jamais oublier qu'il n'y a pas que le capitalisme qui a considéré la terre comme le domaine à exploiter. C'est même au départ l'État en tant qu'entité juridico-politique qui institue un certain rapport à l'espace, à la domination de l'espace, et c'est précisément ce qui doit être aussi interrogé justement pour surmonter au XXIe siècle justement les défis qui nous attendent, hein. D'une certaine façon, la grande question, c'est de savoir comment finalement nous allons habiter, comment les êtres humains vont habiter. Et il est pour moi assez incontestable que ce ne sont pas les États et ce n'est pas le capitalisme qui leur permettra justement d'instituer ce nouveau rapport à la nature, aux autres et à soi-même. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Laval. Lembrando que o público pode colocar questões no chat, né? Bom, para começar a nossa discussão,
Eu vou levantar alguns pontos que eu acho interessante a partir da exposição do professor, e assim a gente pode começar a estabelecer um debate. Só antes de começar, essa questão do pessimismo, do otimismo, né? Talvez a minha intervenção teve esse toque de um certo otimismo, explorou essa dimensão, mas, enfim, eu, a respeito disso, acho que o grande desafio que a gente tem um pouco é como organizar o pessimismo, né? Como diria lá o Benjamin, retomando o Pierre Naville, né? Ou seja, organizar o pessimismo para que ele não se transforme em resignação, né? O Francisco de Oliveira, um sociólogo brasileiro, falecido há poucos anos, dizia que o otimista era o pessimista mal informado, né? Mas, enfim, acho que a ideia é buscar também aquilo que o Gramsci chamava de um otimismo da vontade. Bom, mas muito bem. Eu acho que uma questão interessante que eu gostaria de levantar, dentre várias, mas a primeira que eu gostaria para a gente poder discutir, que tem a ver com a luta entre a razão neoliberal e o comum, digamos assim, que é sobre a ideia de governamentalidade neoliberal, a relação que você vem chamando de imaginário neoliberal. Quer dizer, essa ideia de governamentalidade neoliberal, você e o Dardot retomam do Foucault, não é? Ela não envolve explicitamente, diretamente, uma adesão das pessoas a uma ideologia neoliberal, de onde, por exemplo, a possibilidade de uma prevalência sobre o neoliberalismo de ideologias conservadoras, reacionárias, como no caso dos Estados Unidos ou mesmo no Brasil. É algo que a Wendy Brown também vem colocando, não é? Ao mesmo tempo, essa governamentalidade, não é, que digamos, não envolve uma ideologia específica, mobiliza um imaginário também neoliberal, né, constituído de representações, de valores, à diferença do que muitas vezes pensaram o próprio Marx ou Weber, quer dizer, quando trataram o mercado capitalista como aético, como puramente utilitário, ou mesmo Bourdieu, quando pensou na ideia do homo econômicos. Então, a ideia que eu gostaria de colocar, a partir dessa relação a questão que eu gostaria de colocar, a partir dessa relação entre governamentalidade e imaginário neoliberal, é a seguinte: ela não é simples, enfim, mas gostaria de escutar um pouco o senhor, como o comum pode subverter, pode lutar ao mesmo tempo contra o imaginário e contra a governamentalidade neoliberal. Quer dizer, seria possível pensar esse processo na chave da hegemonia gramsciana, ou seja, como uma articulação entre consenso, o imaginário, e coerção, um aspecto mais disciplinar? Né? Lembrando da crítica que você e o Dardot fazem ao Boltanski e a Chiapelot no Novo Espírito do Capitalismo, que eles tenderiam a subvalorizar o aspecto disciplinar, coercitivo desse tal novo espírito do capitalismo. Acho que o professor pode reagir, depois eu tenho outras questões, não sei se o público também tem. Oui, merci Fabio d'initier la conversation par là. Oui, je suis bien d'accord avec vous, avec Benjamin, avec d'autres aussi sur le fait qu'il faut organiser le pessimisme. C'est une très belle expression dont nous avons besoin aujourd'hui, à défaut d'organiser l'optimisme. Bon, organisons le pessimisme. Très bien. Bon, alors, d'abord, il faudrait que je rappelle, et je n'ai pas le temps, de dire justement quelle dette nous avons envers Foucault. Elle est très nette, elle est très très visible dans la Nouvelle Raison du Monde. Encore qu'il y a quelques écarts du simple fait que Foucault est mort justement avant le grand déploiement du néolibéralisme, et que justement il ne suffisait pas de répéter bêtement, naïvement, stupidement Foucault, qu'il fallait justement mettre à l'épreuve les concepts de Foucault, justement face à une réalité qui était tout à fait nouvelle, en tout cas qui avait une ampleur
tout à fait différente de celle que Foucault lui-même de son vivant avait connue. Gouvernementalité néolibérale, oui, nous avons beaucoup insisté sur le fait que le néolibéralisme, ce n'était pas seulement une idéologie, une doctrine, une représentation, que c'était des dispositifs de conduite. E ça, c'est très important. Sabrina, você pode pedir para o Christian só esperar um minutinho, porque a tradução simultânea parou. Só um minutinho, por favor. Oui, professeur, nous avons un problème avec les traductions. Est-ce que vous pouvez attendre une minute? Je recommence. D'accord. Oui, je repris. ça. Donc, rapidement, okay. je disais à Fabio que, en effet, il s'agissait d'organiser le pessimisme, et j'aime beaucoup cette expression. Mais on préférerait organiser l'optimisme quand même. Bon, oui, je reprenais sur l'idée que quand nous avons écrit la nouvelle raison du monde, donc qui est un livre qui a maintenant 11 ans ou 12 ans, nous avions une grande dette envers Foucault, et ça c'est très visible. Même si nous ne répétions pas naïvement, bêtement Foucault, puisque justement Foucault n'avait pas connu justement le développement dans toute son ampleur du phénomène néolibéral. Et on avait insisté sur le fait que le néolibéralisme, c'était un ensemble de dispositifs de conduite. Dispositif, justement, ne voulait pas dire adhésion. Voulait dire que nous étions engagés dans les institutions dans lesquelles nous étions, dans la vie courante, etc. Nous étions engagés dans des dispositifs qui nous forçaient, en quelque sorte, à fonctionner d'une certaine façon, avec une violence souvent invisible. On était forcé d'agir de telle ou telle manière, sans le vouloir, sans aimer ce qu'on fait, etc. D'où la souffrance, d'où tout le thème de la souffrance au travail, de la souffrance de tous ces gens qui agissent, qui sont forcés d'agir dans des contextes, des situations, des institutions, finalement, qui fonctionnent justement tels qu'ils ne le voudraient pas. Voilà. Et c'est le cas, par exemple, de beaucoup de travailleurs des services publics, de l'éducation, de la santé, etc., qui ne se reconnaissent pas eux-mêmes dans le travail qu'ils font, puisque précisément ils sont obligés de fonctionner selon les dispositifs qui leur sont imposés. Alors ça, c'était quelque chose de très important, à montrer que finalement le néolibéralisme, c'est une certaine disposition du monde régie par la concurrence. Voilà. Et donc, même si vous n'aimez pas la concurrence, même si vous n'aimez pas le fait justement d'avoir à obéir à une logique de rentabilité ou d'accumulation, ben vous êtes quand même obligé de le faire parce que vous êtes dans des contextes et des situations qui vous y obligent. Voilà. Mais nous avons changé quand même un peu d'optique quant au néolibéralisme, comme en témoigne le livre qui a été traduit par Marcel Acuna il y a pas longtemps, le livre qui s'appelle Le choix de la guerre civile, qui est paru, donc un livre collectif écrit à 4, qui est paru aux éditions Elefante. Dans ce livre, justement, nous corrigeons un peu l'optique que nous avions en 2010. Nous essayons de faire ce que nous avons appelé en sous-titre une autre histoire du néolibéralisme, en montrant que ce néolibéralisme était intrinsèquement violent, autoritaire et stratégique. C'est-à-dire que dès le départ, dès les années 20 et 30, les auteurs néolibéraux se donnent des ennemis et entendent lutter contre des ennemis, et ces ennemis sont justement tout ce qui, pour eux, relève du collectivisme, du socialisme, de la réforme sociale, etc. Bon. Donc, d'emblée, le néolibéralisme s'est mis en place en quelque sorte, c'est posé historiquement comme une volonté politique de construire un certain type de société, et à utiliser pour cela tous les moyens à sa disposition, toutes les opportunités, s'engouffrant finalement dans tous les combats. Jusque dans les années 60-70, par exemple, les combats contre la contre-culture. Et donc, il y a
finalement ce que nous n'avions pas vu, et ce que Foucault n'avait pas vu non plus, une certaine connivence dès le départ entre le néolibéralisme et, disons, le conservatisme social, le conservatisme culturel, des formes de traditionnalisme religieux. Voilà. Donc, voilà, nous avons un peu corrigé, un peu amendé notre lecture du néolibéralisme, sans rien enlever de la nouvelle raison du monde. Nous pensons toujours que, finalement, ce qui est très important, c'est ce dans quoi nous sommes pris, c'est cette construction d'un marché, d'une société comme marché, qui nous amène finalement à fonctionner tel que nous ne voudrions pas fonctionner. Mais en même temps, nous avons redonné au néolibéralisme cette dimension de combat politique et culturel. Voilà. Et qui permet d'expliquer Trump, qui permet d'expliquer Bolsonaro, qui permet d'expliquer Orban, c'est-à-dire qui permet d'expliquer comment le néolibéralisme a pris ce visage autoritaire, néofasciste à certains égards, très violent souvent, et très menaçant pour toutes les formes de démocratie. Obrigado, professor. Temos pergunta do público, temos pergunta do Eduardo Macena de Castro. Ele pergunta: gostaria que o professor explorasse um pouco mais o que ele falou sobre o comunismo na ciência, algo ausente nos Estados Unidos, por exemplo. Tem uma outra pergunta que acho que a gente já pode fazer e depois o professor responde, reage às duas, do Cristiano, a primeira é do Eduardo Macena de Castro, não sei se eu confundi os nomes, a segunda é do Cristiano Eugenk. Muito obrigado, excelente exposição. Gostaria de colocar a questão da democracia. Quais possibilidades se retomar uma democracia mais forte em tempos de razão neoliberal do empreendedor de si e de um autoritarismo de cunho fascista? Sou do sul do Brasil e Porto Alegre se tornou referência em democracia pelo orçamento participativo, algo que saiu da agenda. Podemos retomar a construção de formas mais participativas e comuns de democracia? Oui, bon, communisme de la science, c'était un petit clin d'œil et une référence paradoxale et amusante à justement le sociologue des connaissances Robert K. Merton, un sociologue nord-américain, qui essayait de comprendre d'où venait le progrès des sciences et qui avait une idée très, très simple, mais très sûre en même temps et vérifiable, selon laquelle la science est progressive, elle est cumulative, précisément par le fait que aucun savant ne peut simplement garder pour lui, pour son laboratoire, pour son université, pour son pays, les découvertes scientifiques, qu'elles sont justement, elles ont ceci de particulier et de dérogatoire à la loi générale de la propriété privée, que précisément, elles doivent être mises en commun pour que la science progresse. Ce qui montre que la logique de l'appropriation privée qui s'est développée à partir des années 70, en particulier à travers l'extension des brevets. L'extension des brevets sur la propriété intellectuelle est quelque chose de particulièrement dangereux et régressif pour le mouvement même des connaissances. Alors, cette appropriation privée, elle prend diverses formes et justement, elle a contaminé, si je puis dire, l'université à beaucoup d'égards à travers justement des phénomènes comme celui de l'exclusivité des publications dans certaines revues, etc., etc. Bon, ça a pris de multiples aspects, mais on voit bien que le néolibéralisme est en fait porteur d'une grande régression intellectuelle et culturelle. Voilà. C'est très important de le dire, de le souligner, parce que très souvent, on a l'argument contraire qui consiste à dire, mais vous voyez, la propriété privée des connaissances, ça permet
l'innovation technologique, etc. En réalité, c'est tout à fait le contraire. Et quand des entreprises privées, des laboratoires par exemple, arrivent à mettre au point un nouveau dispositif, un nouveau vaccin par exemple, on oublie en général que ce n'est que sur la base justement de connaissances publiques qui ont été produites par des institutions publiques et qui sont souvent situées à l'autre bout du monde. Hein. Donc, il ne faut pas se laisser prendre justement à l'argument de l'innovation technologique grâce à la propriété privée, mais bien comprendre que tous ces progrès-là sont fondamentalement dus finalement à de la recherche publique financée justement par des fonds publics. C'est tout à fait important de le rappeler. Bon, alors, par communisme dans la science, j'entends mise en commun des connaissances, et c'est pourquoi je plaide dans un livre que j'ai publié récemment qui s'appelle Éducation démocratique, je plaide pour la création d'une fédération universitaire et scientifique à l'échelle mondiale, c'est-à-dire d'une forme institutionnelle justement de cette mise en commun des connaissances. Ça nous manque beaucoup. Évidemment, il y a beaucoup d'initiatives de chercheurs et de scientifiques qui vont dans ce sens-là, mais je pense qu'il est temps de créer cette fédération, de penser à créer cette grande fédération mondiale des connaissances qui donnerait justement consistance en quelque sorte à cette mise en commun. Alors, démocratie plus forte, oui, comment? Bah oui, la démocratie plus forte, la démocratie est menacée partout. La démocratie, donc, elle est menacée par le néolibéralisme et par les conséquences et les effets du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'il faut jamais oublier que les populistes de droite, les démagogues, les fascistes utilisent, exploitent, instrumentalisent finalement toutes les frustrations ressenties par les populations du fait même de cette mise en concurrence généralisée et de cette inégalisation, cette inégalité croissante dans la distribution des richesses. Donc, la démocratie, elle ne peut, la démocratie sous sa forme politique, est indissociable, est inséparable de la démocratie sociale, une démocratisation sociale. Le combat doit être sur tous les fronts, à la fois social, culturel et politique. Ben, l'espoir, l'espérance vient précisément du fait que dans la société, il y a encore justement des ressorts civiques. Il y a encore dans les nouvelles générations une aspiration à la transformation de la société. Il y a des mouvements, des mobilisations. Et l'exemple du Chili, l'exemple très récent du Chili, montre justement que dans la mise en commun des luttes, dans la mise en commun des causes, dans la transversalisation des luttes féministes, écologistes, des peuples autochtones, etc., il y a là la source, la potentialité de remobilisation des sociétés. Donc pour moi, rien n'est perdu. Nous traversons un moment très sombre, mais il y en a eu d'autres dans l'histoire, et on voit bien que dans un certain nombre de pays, justement, les ressorts de la démocratie sont toujours vivaces. Mais ne comptons pas sur les vieilles recettes. N'essayons pas de dire, voilà, il s'agirait simplement de revenir à l'avant, de recommencer comme avant. Non, il est incontestable que pour que la démocratie soit plus forte, il faut une transformation des institutions. Il suffit pas d'élire quelqu'un d'autre. Il suffit pas d'une victoire électorale dans quelques mois. Non, ça ne suffira pas. Parce que les choses vont recommencer tant qu'il n'y aura pas une transformation des institutions dans l'esprit que l'on a dit, c'est-à-dire dans l'esprit et dans l'objectif, et avec l'objectif de l'autogouvernement à toutes les échelles de la société. Et Porto Alegre et le budget participatif est un très bon exemple, finalement, de ce qui peut être tenté à l'échelle locale, mais qui doit pouvoir se généraliser dans toutes les institutions, jusque sur nos lieux de travail, dans nos universités, dans nos écoles.
partout, dans nos hôpitaux, partout. Il s'agit de mettre en place de nouveaux dispositifs démocratiques à la place, justement, de ce qui nous est imposé, c'est-à-dire des dispositifs de mise en marché et de concurrence. Muito obrigado, professor. Temos aqui mais duas questões que se relacionam. A primeira é do Antônio Alex Pereira de Souza. De alguma maneira se dialoga com as questões anteriores também. Professor Laval, em que medida podemos pensar no uso do termo governamentalidade em termos de política do comum? Existe governamentalidade em termos de condução de condutas que fortaleça a democracia? Essa é a questão do Antônio. Depois, da Andréia Azevedo. Olá, professor. Gostaria de perguntar sobre a relação entre guerra civil, retomada no livro mais recente, e governamentalidade. Tenho estudado a obra e o conceito e me parece interessantíssima a categoria de guerra civil para pensarmos no que tem sido considerado o neoliberalismo autoritário. Todavia, minha questão é: como podemos pensar a governamentalidade perante a isso? Ao retomar e pensar o neoliberalismo em sua dimensão de guerra, o que nos interessa especialmente na América Latina, como pensar em gestão estratégica da liberdade em tempos de uma sociedade movida à guerra civil? Ainda sobre isso, como pensamos o comum na guerra civil? Há comum nessa razão que está em luta? Questões interessantes e complexas. D'accord. Oui, merci pour ces questions extrêmement intéressantes et particulièrement difficiles. Bon, en fait, ce que nous avons soutenu ces dernières années dans le groupe d'études sur le néolibéralisme que nous avons constitué, et qui est un groupe international. Il y a d'ailleurs un certain nombre de collègues brésiliens. Ce que nous avons développé, c'est qu'au fond, il fallait penser la gouvernementalité à l'intérieur de la stratégie néolibérale. Donc, le néolibéralisme définit un cadre. Ce cadre, il n'est pas neutre. Il est lié justement à une volonté stratégique, à une volonté de neutraliser les ennemis du marché. Comment neutraliser les ennemis de marché? Il y a plein de moyens. Il y a des moyens militaires, il y a des coups d'État, il y a de la répression. Bon, il y a de l'idéologie, etc. Mais finalement, le génie, le caractère assez formidable et en même temps très pervers du néolibéralisme, c'est que pour neutraliser l'ennemi, le mieux est encore de constituer un cadre juridico-politique extrêmement ferme, extrêmement solide et à certains égards presque invisible, non explicite en tout cas. Et ce cadre juridico-politique, c'est celui du marché. Voilà. C'est comme si le néolibéralisme disait, bon, voilà, on va faire vivre tous les gens, même nos ennemis, on va les faire vivre finalement dans un milieu. Et ce milieu sera justement le milieu du marché. Hein, on a un collègue là, un jeune collègue qui parle de politique de milieu, de mésopolitique. La politique du milieu, c'est justement ce qu'arrivait bien à penser Foucault, c'est-à-dire de dire finalement le néolibéralisme, c'est une politique du milieu, on met des gens dans certaines situations, on crée un milieu, le milieu ça sera le marché, et on met des gens dedans et ils fonctionneront selon les règles du marché. Ils seront forcés de vivre selon les règles du marché. Donc, il s'agit de penser la gouvernementalité finalement néolibérale, c'est-à-dire la conduite des conduites, la façon de conduire les gens selon la logique de la concurrence. Il s'agit de la penser justement dans cette optique stratégique. Voilà. Et ce que nous n'avions pas assez fait dans la Nouvelle Raison du Monde, et ce que nous faisons dans ce livre qui s'appelle Le choix de la guerre civile. Voilà. Et donc, il y a une continuité entre les deux ouvrages, mais une évolution en même temps. Hein. Alors, est-ce que le concept de gouvernementalité est adaptable à, je dirais, l'alternative? Je n'en suis pas du tout sûr, parce que justement, dans
dans l'optique de la gouvernementalité, il y a l'idée justement qu'on conduit les gens, que ceux qui détiennent le pouvoir, donc, sont amenés à guider les gens, à les contrôler, à les surveiller, à les amener à faire telle ou telle chose sans leur volonté explicite, sans qu'ils en aient conscience. Il y a cette dimension de la violence par le milieu. Voilà, on crée un milieu, bon, et on force les gens à agir de telle ou telle manière. C'est ça la gouvernementalité. Alors, justement, il n'y a pas de gouvernementalité du commun, me semble-t-il, il y a un autogouvernement commun, ce qui est très différent. On oppose à gouvernementalité l'idée d'un autogouvernement. Alors ça, de ce point de vue-là, faut bien dire, Foucault n'a pas du tout abordé le sujet. Il ne connaissait pas, Foucault ne connaissait pas toutes les traditions d'autogouvernement. Il était sensible, évidemment, par sa proximité à un certain nombre de gens ou syndicats, à un certain nombre de syndicats, etc. Il était sensible à l'idée d'autogestion, mais il n'a jamais travaillé dans cette direction-là. D'ailleurs, il n'a jamais vraiment travaillé dans la direction du socialisme ou du communisme. C'est quelque chose qui ne l'intéressait pas. Bon, nous, ça nous intéresse beaucoup. Ça nous intéresse beaucoup, et je crois que il y a dans la tradition libertaire, la tradition anarchiste, la tradition conseilliste, la tradition autogestionnaire, il y a ce fil qui court dans l'histoire que il existe une capacité des gouvernés justement à créer des institutions nouvelles d'autogouvernement, à refuser d'être conduits justement pour se conduire de façon autonome. Et c'est ça la démocratie. Justement, des thématiques qui sont aujourd'hui extrêmement importantes et dans lesquelles on trouverait et pour lesquelles on trouverait difficilement chez un auteur comme Foucault des pistes intéressantes. Pas plus qu'on ne les trouverait d'ailleurs, à mon sens, chez Bourdieu. Donc c'est pourquoi Fabio, quand il parle d'héritier hérétique, il a tout à fait raison. C'est qu'il faut aussi savoir puiser dans d'autres directions. Nous avons donné beaucoup d'importance à Castoriadis, mais on voit très bien, par exemple, aujourd'hui, avec le retour à l'honneur d'auteurs comme Murray Bookchin, par exemple, je prends cet exemple-là qui vient à l'esprit, on voit très bien qu'il y a beaucoup d'autres traditions, il y a beaucoup d'autres auteurs qui nous sont fort utiles aujourd'hui pour penser l'autogouvernement. Obrigado, professor. Acho que tem mais uma questão, acho que dá tempo para a gente, estamos chegando ao nosso limite de horário, mas tem mais uma questão aqui, que é da Tainá Moraes. Gostaria que o professor falasse sobre as relações entre a cultura, no sentido de produções artísticas, em cenário de autoritarismo neoliberal. Qual seria o papel das produções culturais artísticas no movimento de transformação em direção ao comum, em termos de mobilização e compartilhamento dos afetos? Isso considerando que as produções artísticas de maior alcance estão inseridas e dependentes da lógica mercadológica. Oui, bien sûr. Se déprendre, la grande question pour les gens de culture, c'est d'arriver à se déprendre des logiques dominantes qui sont des logiques effectivement de marchandisation. Bon, on évoquait l'école de Francfort au début, Fabio l'évoquait. C'est évident que les industries culturelles n'ont jamais été aussi puissantes et qu'il est de plus en plus sans doute difficile, surtout lorsque on travaille dans des arts qui réclament beaucoup d'argent, on échappe difficilement à cette loi du capital. Néanmoins, pour répondre à cette interrogation, à ce questionnement très très vaste, je pense que d'une part, la bataille porte sur la liberté inconditionnelle de l'art et de la pensée. Je pense qu'il y a là un front qui s'est ouvert avec
les formes d'obscurantisme religieux et de fascisme politique, et donc la lutte est extrêmement importante et extrêmement vive pour défendre toutes les formes justement d'art et toutes les formes de culture et toutes les formes de pensée. Nous avons en face de nous une droite globale qui a à son agenda la lutte contre le combat contre toutes les formes justement de liberté, d'émancipation et de lutte pour l'égalité. En France, on voit très bien à quel point les thèmes de l'islamo-gauchisme, de cancel culture, de wokisme, etc. Tous ces thèmes de l'extrême droite nord-américaine, sont utilisés aujourd'hui par le gouvernement et par des forces de droite contre l'université, contre la pensée libre, mais aussi justement contre des formes d'art et de culture. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que il y a quelque chose qui concerne justement l'imaginaire, c'est-à-dire l'art, la pensée ont, si je puis dire, en commun de se refuser à considérer l'homme comme l'être économique, l'homme économique qui n'agirait que par intérêt, et qui montre justement tous les ressorts de l'humain, les ressorts les plus variés, les plus divers, les plus contradictoires, les dimensions de l'inconscient, etc. C'est-à-dire tout ce qui échappe justement à cette dimension de la calculabilité à laquelle justement l'idéologie néolibérale réduit l'être humain. Calculabilité, c'est un terme qui est très important, qui est utilisé par Max Weber justement pour définir l'idéologie capitaliste, l'esprit du capitalisme. L'esprit du capitalisme, c'est la calculabilité institutionnelle, généralisée. Eh bien, l'art et la pensée, c'est justement ce qui défie et ce qui transgresse finalement cette espèce de norme de la calculabilité générale. Nous ne sommes pas des êtres économiques, nous ne sommes pas des hommes économiques. Donc, tout ce qui échappe à cette logique dominante et que l'art porte en lui-même est quelque chose de vital pour nous, pour l'être humain. Ça dessine justement des possibles, des échappées, des façons d'échapper à l'enfer dans lequel on veut nous faire vivre, dans la cage d'acier dont parlait Max Weber. Il faut arriver à sortir de la cage d'acier. Et ce sont les artistes et ce sont les penseurs qui nous aident justement à sortir de cette prison dans laquelle on veut nous enfermer et dans laquelle, de fait, nous déprimons, dans laquelle nous ne pouvons pas justement respirer, dans laquelle nous étouffons littéralement. Voilà ce que je pourrais répondre. Évidemment, l'art, positivement, sur le plan positif, peut aussi justement montrer à quel point le commun est le ressort justement de la création artistique. Je veux dire, si vous voyez une chorégraphie, c'est précisément, mais une pièce de théâtre de la même façon, c'est vraiment une manifestation du commun en acte. Voilà. Et je suis très sensible à en particulier à ces formes d'art. Muito obrigado, professor. De novo, ouvindo essa última resposta, me lembro do Walter Benjamin elogiando a dimensão de liberdade que é central, segundo ele, nos surrealistas, contra esse espírito do cálculo, né, como diria o Walter Benjamin. Bom, muito bem, então vamos nos encaminhando para o final do nosso encontro. Eu queria agradecer ao professor Laval, evidentemente, por essa discussão muito interessante, a todos e todas que estiveram aqui, ao SESC, à Boitempo, à Embaixada da França. Acho que a gente teve uma discussão muito interessante, quer dizer, dessa luta hoje entre comum e neoliberalismo, né, tanto na sua enquanto governamentalidade, enquanto imaginário, não é?
e uma luta, aliás, que tem grande atualidade, como nós sabemos, né, no nosso presente, e é desse presente, quer dizer, que a gente retorna ao passado, e é também dele, a partir dele, que a gente pode projetar coletivamente um novo futuro. Então, eu agradeço mais uma vez e passo a palavra ao professor Cristiano Laval para suas considerações finais, e depois passamos a palavra à Sabrina, que vai fazer o encerramento. Então, professor Cristiano Laval. Oui, je vous remercie de toutes ces questions et de cet échange. D'ailleurs, juste revenir sur le titre de la Nuit des idées, reconstruire ensemble. Je trouve que c'est un très beau titre finalement pour cette session de la Nuit des idées, parce que c'est vraiment ça que nous devons avoir en tête. Et quand on dit reconstruire ensemble, ça veut dire à l'échelle d'une société, à l'échelle de nos amis, de nos réseaux, de nos groupes. Ça veut dire aussi précisément à la question de la conjonction, de la réunion des forces. Comment penser finalement la réunion des forces entre les gens qui souffrent, les chômeurs, les gens qui sont sous-payés, les subordonnés, les subalternes, comme on dit, et puis les artistes et les intellectuels. C'est quand même extrêmement intéressant de penser aux conditions même de la réunion, et puis aussi reconstruire ensemble, c'est-à-dire reconstruire au-delà des frontières qui nous séparent, au-delà des cultures, au-delà des langues qui nous séparent. Et donc, je voudrais vraiment vous remercier de permettre ces échanges, de permettre la communication. Ça commence par là, la communication des idées, la circulation des idées. Et j'en profite aussi, et je terminerai par là, pour remercier la traductrice et le traducteur, parce que leur travail, évidemment, est absolument essentiel pour permettre cette communication entre nous. Sabrina? Obrigada, Fábio. Então, nós agradecemos a presença de todas e todos nessa atividade. Convidamos vocês a acompanharem a programação completa da Noite das Ideias em www.lanuidesidées.com, bem como a conhecerem e participarem das demais ações do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, disponíveis em nosso site centrodepesquisaiformação.sescsp.org.br. Agradecemos novamente aos professores Cristiano Laval e Fábio Querido pela mesa instigante, que em breve estará disponível nos canais do SESC São Paulo, da Boitempo Editorial e da Embaixada da França. Agradecemos também a equipe técnica por seu apoio nessa transmissão, Gislene, Felipe, Rodrigo, Marco, Walter, Jean, e os tradutores Silvia e Luciano, e a equipe de Cenotipia por todo o suporte a essa ação. Esperamos nos rever em breve. Até logo.